Mon beau-père m'a fait arrêter le jour de mon mariage. Ce misérable ne voulait que notre argent. Il ignorait que j'étais l'investisseur secret qui avait sauvé son entreprise de la faillite. Je suis revenu en tant que son patron. Je l'ai viré devant sa fille. Elle a choisi de partir avec le misérable. Je me tenais devant l'autel, en sueur, comme si mon costume me cuisait de l'intérieur. 60 personnes me regardaient. Ma mère au premier rang, dans cette robe que je lui avais achetée pour l'occasion, les yeux brillants de fierté. Elle avait voyagé 12 heures en bus depuis la campagne juste pour me voir, bien mariée, comme elle disait. 3 ans, 3 longues années à travailler comme une bête pour prouver à cette famille que je méritais d'être là. Et là, je me tenais devant l'autel, sur le point d'y parvenir. Ma fiancée a commencé à marcher au bras de son père et tout le monde s'est levé. Elle était radieuse dans cette robe blanche. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Avant la cérémonie, sa meilleure amie, Maria, m'avait longuement serré dans ses bras. Trop longuement. Sois très heureux, m'avait-elle dit avec un sourire que je n'avais pas tout à fait compris. Elle m'avait ajusté le revers de ma veste à 2 mains et était partie. Je n'y avais pas prêté attention. Le prêtre ouvrit le livre. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union. Mon beau-père lâcha le bras de sa fille avant même que la phrase ne soit terminée. Je m'y oppose. 60 têtes pivotèrent comme si quelqu'un avait tiré un coup de feu. Ma mère resta pétrifiée. Ma fiancée le regarda horrifiée. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il l'ignora complètement. Il marcha vers moi avec ce calme qui vous glace le sang et plongea la main dans la poche de ma veste. Je restai paralysé tandis qu'il en sortait une montre que je n'avais jamais vue de ma vie. PATC Philippe. L'or brillait sous les lumières de l'église. Cette montre a disparu de mon bureau il y a 2 semaines. 30 000 $. Il la leva pour que tout le monde la voie. Le sang pauvre remonte toujours à la surface. Des flashs de téléphone portable explosèrent de toutes parts. Ma mère porta les mains à sa bouche. Les portes de l'église s'ouvrirent brusquement et 2 policiers entrèrent, marchant droit vers moi. Ils attendaient dehors. Chaque seconde de ceci avait été planifiée. Ma fiancée courut vers moi, criant que c'était un mensonge, que son père mentait. Il l'arrêta par le bras. Durement. Si tu pars avec lui, tu es morte pour moi. Elle le regarda avec une haine que je ne lui avais jamais vue. Alors je suis morte. Le métal froid des menottes sur mes poignets devant ma mère, devant 60 invités filmant avec leur téléphone. Ils me traînèrent vers la voiture de patrouille et elle marcha avec moi. À mi-chemin, elle s'arrêta. Elle porta la main à son ventre. J'ai mal. La robe blanche s'épanouit en rouge alors qu'elle tombait sur le pavé. La tache s'étendait trop vite. J'essayai de la soutenir avec mes mains menottées, mais je ne pus pas. Mon beau-père courut en criant « Ma fille ». Mais quand j'essayai de m'approcher, il me poussa. C'est toi qui lui as fait ça, officier, emmenez-le tout de suite. Tandis qu'on me mettait dans la voiture de patrouille, il se pencha à mon oreille. Si elle perd le bébé, ce sera de ta faute. Souviens-t'en chaque nuit dans ta cellule. Je regardai par la vitre arrière, la tache de sang sur le pavé, ma mère en larmes et lui, debout au milieu de la rue, les mains dans les poches, souriant. Ce matin-là, tandis que j'ajustais ma cravate, ma mère m'avait dit, « Mon fils, il y a 2 types de personnes dans ce monde, celles qui se laissent piétiner et celles qui se relèvent. » Je ne l'avais pas écouté, mais en voyant ce sourire s'éloigner par la vitre arrière d'une voiture de patrouille, quelque chose changea. Quelque chose se durcit en moi comme du ciment froid. Il verrait bien qui était le misérable. 12 heures dans une cellule qui empestait l'urine et le désespoir. J'avais perdu la notion du temps. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la même chose, la robe blanche s'épanouissant en rouge. Sa main tendue vers moi tandis que les portes de l'ambulance se refermaient. Un vieux détenu me regardait depuis le coin. Première fois, hein, dit-il. Tu as l'air que le monde vient de te cracher dessus. Je ne répondis pas. Je n'avais même plus la force pour ça. Je ne pensais qu'à une chose, encore et encore, est-elle vivante? Le lendemain matin, la grille s'ouvrit avec un claquement sec. Vous pouvez partir. Je restai assis une seconde, espérant qu'il dirait autre chose. Il ne le fit pas. Je marchais dehors comme si je pouvais encore me réveiller dans la cellule. Ma cousine était là, téléphone à la main, tremblante de rage et de soulagement à la fois.
J'ai trouvé le reçu de la montre quand je suis allé chercher tes affaires, dit-elle sans saluer. Je l'ai publié sur Instagram. Elle me montra l'écran. Le reçu PATC Philippe, numéro de série identique à la montre qu'on avait sortie de ma poche. Acheté il y a un mois par mon beau-père. Il l'avait acheté lui-même, l'avait gardé sur son bureau quelques semaines, puis avait signalé le vol. Son ami, le commissaire, avait envoyé les officiers sans enquêter. 30 000 partages en quelques heures. L'affaire est tombée ce matin, ajouta-t-elle. Ils t'ont libéré grâce à ça. J'acquiesçai, mais ne ressentis aucun soulagement. Quelque chose continuait à me serrer la poitrine. Depuis que mon beau-père m'avait viré de son entreprise, je travaillais depuis un an comme consultant indépendant. Rien de fixe, des factures irrégulières, juste de quoi survivre. Puis elle me regarda différemment. Elle est à l'hôpital, dit-elle. Mémorial privé, prééclampsie sévère. 7 mois de grossesse. Je courus à l'hôpital sans réfléchir. L'air me brûlait les poumons quand j'arrivai à la réception. Je viens voir ma fiancée. La réceptionniste écrivit mon nom, regarda l'écran et fronça les sourcils. Elle hésita avant de parler. Votre nom est sur la liste des personnes restreintes. Son père a déposé une demande d'ordonnance d'éloignement d'urgence, accusation d'abus psychologique. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. J'essayai de lui expliquer qu'elle était enceinte, que j'étais le père. Je lui demandai d'appeler un médecin, quelqu'un. Elle ne me regardait pas dans les yeux. 2 gardes étaient déjà derrière moi. Ils me prirent par les bras et me sortirent de force. Dehors, je restai immobile, ne sachant où aller. Je respirai profondément et levai les yeux presque sans y penser. 3e étage. Derrière les rideaux, je vis des ombres bouger. Elle était là et je ne pouvais pas l'atteindre. Je marchais sans but pendant des heures. L'hôpital était derrière moi, mais la sensation d'avoir heurté un mur ne disparaissait pas. Et tandis que je marchais, quelque chose commença à se mettre en place dans ma tête. Pièce par pièce. Je me souvenais de l'entreprise de mon beau-père au bord de la faillite 2 ans auparavant. Non seulement je lui avais prêté de l'argent, mais je m'étais impliqué. J'avais travaillé comme si c'était la mienne, 2 ans sans juste salaire, parce que, je te paierai quand ça se stabilisera. J'avais tout réorganisé, trouvé les fuites, sauvé l'entreprise de mes propres mains. Quand elle fut enfin stable, il m'avait viré. Nous n'avons plus besoin de toi. C'était comme ça, mais l'argent était pire, bien pire. Mon grand-père avait travaillé 30 ans dans les champs. Il était mort sans un sou, mais il m'avait laissé son terrain. Je l'avais vendu pour 520 000 $ pour les donner à cet homme. 500 000 $ en prêt. Mon avocate me l'avait clairement expliqué ce jour-là. C'était un investissement convertible. S'il ne remboursait pas en 90 jours, je devenais l'associé majoritaire. 51% de l'entreprise sonnait juste. Il sauvait son entreprise. Je protégeais l'héritage de mon grand-père. Nous étions une famille. Je m'assis sur un banc et consultais mes mouvements bancaires depuis mon téléphone. Dernier paiement. Il y avait 87 jours. 87, il me restait 3 jours. 3 jours pour que la clause s'active automatiquement et que je prenne le contrôle de son entreprise. Et alors, tout s'emboîta. Le mariage saboté, la montre piégée, les policiers attendant dehors. Ce n'était pas de la haine de classe, ce n'était pas pour protéger sa fille, c'était de l'argent. Toujours de l'argent. Cette nuit-là, mon téléphone sonna, numéro de mon beau-père. Je répondis sans rien dire. Tu voulais savoir comment elle va. Sa voix était de la glace pure. Prééclampsie sévère. Pression 180/120. C'est une zone à risque d'AVC. Je m'appuyai contre un mur pour ne pas tomber. L'hôpital l'a stabilisée avec le minimum vital. Il continua. Elle ne mourra pas aujourd'hui. Il fit une pause. Il savait exactement quand se taire. Mais elle a besoin d'un périnatologue spécialisé. De médicaments importés. D'une surveillance fétale 24h24, 7J7. Sans cela, les chances du bébé tombent à moins de 40%. Avec le spécialiste, 95%. J'avalai ma salive. Alors paix, dis-je. C'est ta fille. Il rit doucement. Bien sûr que je peux payer.
J'ai le meilleur périnatologue du pays à portée de main. Il se tue de nouveau. Mais j'ai une condition. Demain, tu viens chez le notaire, tu signes l'annulation du prêt de 500 000 $ et tu signes un document où tu renonces à voir ma fille. Je paie tout, elle vit, tu disparais. Je sentis des nausées. Tu utilises la vie de ta fille pour m'extorquer. Je protège ma famille d'un opportuniste. Sa voix se durcit encore plus. Et si ça ne te plaît pas, je peux demander qu'elle soit transférée à l'hôpital général. L'unité de soins intensifs néonatal là-bas a un autre taux de survie. 48 heures. La ligne resta muette. Je restais à regarder le téléphone quelques secondes après qu'il ait raccroché. Si je signais, je perdais la clause. Je perdais le contrôle de l'entreprise, mais c'était la vie de mon enfant. J'appelais la banque. Prêt d'urgence refusé. Sans justificatif de revenus. Prêteur privé, pas de garantie. J'appelais 2 contacts du travail. J'ai lu pour l'arrestation. Je ne veux pas de problème. Personne ne voulut m'aider. Alors je me suis souvenu de quelque chose que j'aurais dû oublier. Quand je travaillais dans l'entreprise de mon beau-père, on m'avait donné accès au courriel corporatif. Il ne me l'avait jamais retiré. Je suis allé à la bibliothèque publique, je me suis assis devant un vieil ordinateur et je suis entré dans le système. Le mot de passe avait changé, comme il fallait s'y attendre. Deuxième tentative. Rien. Troisième, l'anniversaire de ma fiancée à l'envers, comme il l'utilisait pour tout. Dernière tentative, avant le blocage. Je suis entré. La première chose que j'ai vue, ce sont des factures de fournisseurs en Chine. Je les ai reconnues immédiatement. Je les avais moi-même auditées pendant la restructuration. Certaines n'existaient pas. J'ai suivi la trace de l'argent. Hong Kong, compte passerelle, transfert qui ne menait nulle part. 2,3 millions de $ déplacés en plusieurs années. J'ai eu mal à l'estomac. La crise que j'avais résolue avec mes 500 000 $ n'était pas un accident. Mon argent n'avait pas sauvé son entreprise, il avait couvert sa fraude. J'ai continué à chercher un autre dossier. Virement mensuel de 5 000 $ à Maria Fernandez Consultor SA. Pendant 2 ans, 10 000 $. J'ai ouvert un autre fichier. Acte de propriété d'un appartement pour 180 000 $, payé avec des fonds de l'entreprise comme investissement en actifs. Le bénéficiaire était une société que je n'ai pas pu ouvrir. Fichier crypté. Je ne savais pas à qui appartenait cet appartement ni qui se cachait derrière cette société de conseil fantôme. Mais quelque chose ne cadrait pas. Et avec cet homme, quand quelque chose ne cadre pas, c'est toujours pire que ce que l'on imagine. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait agir immédiatement. Ma belle-mère. Lorsque l'entreprise avait été en crise 18 mois auparavant, elle avait eu besoin d'une opération urgente. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. J'avais contracté un prêt personnel de 40 000 $ et l'avais payé sans le dire à personne. Elle seule le savait. Je lui envoyais un message avec tout ce que j'avais. Les chiffres médicaux, la fraude, les virements, l'appartement. J'attendis. Rien. Je ne pouvais pas rester immobile. Devant l'hôpital, une jeune infirmière qui sortait de son service me reconnut. Elle hésita une seconde avant de parler. Elle me dit que ma fiancée s'était réveillée, qu'elle demandait après moi et que son père lui avait dit que je n'étais jamais venu, que je l'avais abandonné. Elle me donna 10 minutes. Changement de quart. Chambre 347. 3e étage. Je montais avec un uniforme de nettoyage et un masque. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que ça allait se voir. Elle dormait, pâle. Les moniteurs émettaient de doux bips. Elle était vivante. Je ne pouvais pas la toucher, ni la réveiller. Je laissai une lettre sous le verre d'eau sur la table de chevet et partis avant que la sécurité n'arrive. Cette même nuit, je me rendis chez mon beau-père. Je n'avais pas de clé, pas de plan. Je grimpais par la fenêtre arrière qui donnait sur la cour. J'entrai en silence. Ma belle-mère était éveillée dans son lit, la jambe plâtrée. Elle prenait encore de puissants calmants pour l'opération. Quand elle me vit, elle ouvrit la bouche pour crier. « C'est moi, s'il vous plaît. » Je lui montrai tout. Les chiffres médicaux, la fraude, les virements mystérieux, l'appartement payé avec les fonds de l'entreprise. Elle ne parla pas pendant plusieurs minutes.
Les larmes coulaient sur son visage. 30 ans, murmura-t-elle. 30 ans de mensonges. Je lui expliquai la clause, les 3 jours restants, ce que je perdais si je signais. Quand elle leva les yeux, quelque chose avait changé dans son regard. Mon compte personnel, dit-elle, celui que j'ai hérité de mon père. Il n'y a pas accès. Elle appela sa banque, ligne exécutive. Elle autorisa le virement de 30 000 $ à l'hôpital pour le périnatologue cette nuit-là. Ne me remercie pas, ajouta-t-elle. C'est pour ma fille et pour les 40 000 que tu as payés quand mon mari a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Elle me regarda avec une nouvelle dureté. Maintenant, va-t'en et ne signe rien. Nous allons le détruire ensemble. Je sortis par où j'étais entré pour la première fois. En quelques jours, je sentis que j'avais l'avantage. J'avais des preuves. J'avais une alliée. Ma fiancée et mon enfant étaient en sécurité. Ce que je ne savais pas, c'est que mon beau-père avait des caméras dans toute la maison et qu'il venait de me filmer en train d'entrer par la fenêtre à 2 heures du matin. Je me réveillais dans ma voiture à 10 heures du matin avec mon téléphone qui sonnait. C'était ma cousine. La police vient de quitter ton appartement. Perquisition et extorsion. Ils ont une vidéo de toi entrant dans une maison hier soir. Ils sont en train de délivrer un mandat d'arrêt. Ne va pas à ton appartement. Je n'avais pas besoin de plus d'explications. Le beau-père avait sûrement vu le virement, vérifié les caméras et là, j'étais, entrant par la fenêtre à 2 heures du matin. Je lui avais donné tout ce dont il avait besoin pour me détruire. Il devait sûrement rire aux éclats en ce moment. Je n'ai même pas pu retourner chercher mes affaires. Quand je me suis approché de mon appartement, j'ai aperçu les voitures de police au coin de la rue. J'ai fait demi-tour et j'ai marché rapidement vers le métro sans regarder en arrière. Je devais savoir à quel point la situation était grave. J'ai appelé mon avocat depuis une cabine téléphonique. La vidéo est claire, m'a-t-il dit. Tu es entré à 2 heures du matin. Le virement est parti du compte d'une femme diminuée, sous forte médication. Son mari a un certificat médical valide. Qu'est-ce que ça signifie? Que sur le papier, tu as extorqué une personne vulnérable. 3 à 5 ans de prison. Je me suis assis sur un banc du parc et j'ai essayé de penser clairement, mais les chiffres n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Si je me rendais, je ne pouvais pas exécuter la clause. Si je ne me rendais pas, je devais survivre 2 jours en tant que fugitif et trouver un moyen de l'activer avant de me faire prendre. Le beau-père avait conçu le piège parfait. N'importe quel chemin que je prenais le bénéficiait. Le lendemain, le journal local publia ma photo en première page, gendre violent en fuite après avoir extorqué sa belle-mère malade. La photo était celle de l'arrestation au mariage. Le beau-père donnait une interview complète. Père inquiet, famille détruite, gendre dangereux. En 4 heures, je perdis 6 contrats de travail. Des années de réputation réduites en cendres par un titre. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna, numéro privé. Sa voix distillait de la satisfaction. Je te donne une issue, misérable. Rends-toi, signe l'annulation du prêt. Ne revois plus ma fille, tu seras libre. Et si je ne le fais pas? Alors pourris en prison. De toute façon, tu n'as même pas pu payer ses médicaments. Ma fille est trop bien pour un raté comme toi. Je raccrochai sans répondre. Je restai à fixer le téléphone. Sa voix résonnait encore. Un raté. Une partie de moi, une partie dont j'avais honte, pensa qu'il avait peut-être raison. Je ne pouvais pas rester là, immobile. J'avais besoin d'entendre une autre voix. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère, je lui ai tout raconté et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis que j'étais sorti de cette cellule. J'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. Viens ici, mon fils. Je te cacherai. Non, maman. Si je pars, il gagne. Il me reste 2 jours. Silence. Je l'entendis respirer de l'autre côté. Combien il te faut? Rien, maman. Ce n'est plus une question d'argent. J'ai les chèvres, les poules, le terrain de ton grand-père. Tout ça peut être mis en gage. Maman, non. Écoute-moi bien. Ton père était bon et c'est pour ça qu'ils l'ont piétiné toute sa vie. Toi, non, tu es plus fort et cette fois tu ne te laisseras pas faire. Je lui ai dit de ne rien vendre. Elle ne m'a pas écouté.
J'ai raccroché, je suis resté assis dans la voiture en silence avec les mots de ma mère qui tournaient dans ma tête. Plus fort. Mon père était mort sans se battre. Je n'allais pas faire la même chose. Cette nuit-là, je n'avais nulle part où aller. Je garai ma voiture à 2 pâtés de maison de l'hôpital et restai là, mangeant du pain et buvant de l'eau, attendant je ne sais quoi. Vers 23 heures, je vis mon beau-père sortir, mais au lieu de tourner vers sa maison, il se dirigea vers le nord. Je le suivis sans hésiter. Il alla directement à un immeuble d'appartements de luxe. Il se gara, monta et une femme le reçut à la porte. De ma voiture, je n'ai pu apercevoir que la silhouette. Un baiser sur les lèvres. La porte se referma. Je pris des photos avec mon téléphone, mais c'était trop loin et trop sombre. Je n'ai pas pu voir qui elle était, je savais seulement qu'il avait une maîtresse, mais je ne savais pas que la réponse était déjà sous mes yeux. Le lendemain, l'infirmière me raconta quelque chose qui me retourna l'estomac. Maria avait rendu visite à ma fiancée cet après-midi-là. Sa meilleure amie, celle qui l'avait étreinte au mariage, s'était assise à côté de son lit et lui avait dit d'une voix douce, « Ton père veut juste te protéger. Cet homme va te détruire la vie. » Et ma fiancée, qui était seule depuis des jours dans ce lit, sans aucune nouvelle de moi, entendant de son propre père que je l'avais abandonné, avait presque cru. Après tout, Maria était la seule personne qui continuait à lui rendre visite. Quand l'infirmière me dit cela, je sus que je ne pouvais plus attendre. Cette nuit-là, je suis rentré de nouveau. 4 heures du matin. Uniforme de nettoyage, escalier de service. 3e étage. Elle était éveillée, m'attendant. Quand elle me vit, ses yeux se remplirent de larmes. Je pensais que tu m'avais abandonné. Jamais. Ton père t'a menti, mon amour, et il essaie de m'éloigner de toi. Je lui montrai tout sur mon téléphone. La fraude, les virements à la société de conseil fantôme, la photo floue de la femme dans l'appartement. Je lui racontai que je l'avais suivi, qu'il avait une maîtresse, mais que je ne savais pas qui c'était. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle me dit quelque chose qui me coupa le souffle. Maria est venue aujourd'hui. Elle m'a dit de te quitter, Maria. Ma respiration se coupa. Les $5 000 mensuels à Maria Fernandez Consultor, l'appartement de $180 000. La femme qui avait embrassé mon beau-père à la porte. Et puis l'étreinte, cette longue étreinte avant le mariage, ses mains ajustant mon revers. C'est laquelle m'avait mis la montre. La meilleure amie de ma fiancée couchait avec son père et ensemble, ils m'avaient détruit à l'hôtel. Mais j'avais besoin de le confirmer. Je ne dis encore rien. Je lui demandais seulement autre chose, qu'elle m'aide de l'intérieur, qu'elle obtienne des informations de son père, qu'elle fasse semblant d'être de son côté. Je lui donnai un téléphone prépayé et partis avant que la sécurité n'arrive. Le lendemain, elle fit sa part. Elle ravala son dégoût et demanda à son père d'une voix de petite fille effrayée, « Papa, qu'est-ce qui va nous arriver ? Avec l'entreprise. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout est sous contrôle. Et s'il apparaît ? Il n'apparaîtra pas. Et s'il apparaît, la police l'attendra. » Elle continua à insister, avec prudence. Que arrivera-t-il à l'entreprise de maman et la tienne ? Il la regarda un instant et laissa échapper quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, « Cette entreprise n'est plus notre problème. » Il s'en rendit compte tard. Il essaya de corriger, « Rien, mon amour. Repose-toi. » Mais c'était fait. Elle m'envoya le message cette nuit-là. Il a dit que l'entreprise n'est plus son problème. Je crois qu'il va vendre. Je me suis rendu directement à la bibliothèque. Je suis entré dans les courriels avec l'accès qu'il me restait. J'ai cherché tout ce que j'ai pu, vente, acquisition, liquidation. J'ai trouvé un dossier caché. Project Sphinx. Confidentiel, signé avec Coldwell Capital Partners. Prix de vente, $8 millions. Date de clôture, vendredi à 10 heures du matin. S'il vendait avant que la clause ne s'active, mes 51% ne valaient rien. Je serais propriétaire d'une entreprise qui n'existerait plus. Il garderait 8 millions nets et disparaîtrait. Mais cet après-midi-là, une surprise me parvint. Un virement. $4 800 de ma mère. Elle avait vendu les chèvres et les poules en 3 jours. Elle avait loué le terrain à Don Ramiro contre une avance. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans ce chiffre.
Je m'assis dans la voiture avec cet argent sur mon compte et pleurai de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas d'impuissance, c'était de rage. Je retournai au courriel. Cette nuit-là, je cherchais dans la corbeille. Les gens suppriment des choses, mais elles restent là 30 jours. Et je trouvai quelque chose qui me glaça le sang. Un courriel supprimé une semaine auparavant. Expéditeur, fernandez@gmail.com. Objet, demain. Le message était partiellement corrompu, mais je pus lire suffisamment. La montre arrive dans sa poche pendant, et plus bas. Enfin, nous allons pouvoir être ensemble sans nous cacher. Je n'avais pas besoin de plus, mais je n'avais pas le temps de ressentir. Je devais agir. J'envoyai un message à ma fiancée. Ton père va tout vendre. Vendredi à 10h, 8 millions. Et ensuite, j'ai besoin de sortir ta mère. Ton père l'a enfermée sans téléphone. Les serrures ont été changées. Elle mit 10 minutes à répondre. Sors ma mère. Sous le pot de rose du patio, il y a une clé de secours. Mon grand-père l'a cachée. Elle est la seule à pouvoir nous aider. Cette nuit-là, je suis retourné à la maison. Le beau-père n'était pas là. Maintenant, je savais où il passait ses nuits. J'ai trouvé la clé sous le pot de rose, comme elle l'avait dit. Je suis entré par la porte arrière. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on allait m'entendre depuis la rue. Ma belle-mère me regarda du lit avec des yeux cernés. Je pensais que tu allais me laisser ici pour toujours. Je la sortis dans son fauteuil roulant. Je la conduisis dans un motel bon marché en périphérie. Je payai 3 nuits en espèces avec l'argent de ma mère. Les chèvres et les poules de ma mère payaient la chambre où nous allions détruire cet homme. Je lui donnai un téléphone et lui expliquai ce qu'elle devait faire, mais elle avait déjà 3 longueurs d'avance. Elle appela son avocat privé cette même nuit et le syndic de faillite qu'elle connaissait depuis l'époque de son père. Le lendemain matin, elle fit l'appel qui stoppa tout. Elle appela directement Coldwell Capital Partners. Je suis actionnaire minoritaire de cette entreprise. Mon mari n'a pas l'autorisation légale de vendre sans ma signature. Si vous concluez cette opération, je vous poursuis pour 50 millions. Coldwell annula la vente. Quand le beau-père reçut la nouvelle, il explosa. Ma fiancée l'enregistra depuis l'hôpital, criant au téléphone, « Comment ose-t-elle » Il appela sa femme. Pas de réponse. Il rappela. Rien. Il comprit qu'il avait perdu cette bataille, mais il ne resta pas inactif. Il arriva chez lui, trouva la chambre vide, le fauteuil roulant disparu, et appela la police. Il dénonça un enlèvement. Cet après-midi-là, mon visage réapparut aux informations. Fugitif enlève sa belle-mère. Récompense de 10 000 $ pour toute information. Ça n'avait plus d'importance. Chaque heure qui passait me rapprochait de la clause, et il le savait. Il convoqua une réunion d'urgence pour le vendredi à 10h du matin. Immeuble Mercé, 12e étage. Mais ce n'était pas une vraie réunion, c'était un piège. Il appela la police et leur dit exactement ce qu'il voulait qu'ils entendent, le fugitif va apparaître là. Quand il entrera, arrêtez-le. Ma fiancée entendit toute la conversation. Elle l'enregistra et me l'envoya. C'est un piège. Des policiers à toutes les entrées à 9h du matin, lui répondis-je. Je sais, mais je dois entrer. C'est ma seule chance. Elle mit 1 minute à répondre. Puis elle m'envoya quelque chose qui me fit fermer les yeux et respirer profondément. L'immeuble a une entrée de service. Un monte-charge qui va directement au 12e étage. Ruelle arrière, porte grise sans enseigne. Code 4723. Les 90 jours étaient écoulés ce matin-là. La clause était mienne. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. J'envoyai la notification notariée à mon beau-père. Clause 7B activée. 90 jours de manquement confirmés. Conversion de la dette en 51% d'actions privilégiées. Son avocat l'appela. C'est légal. C'est contraignant. Tu ne peux pas l'arrêter. Il m'appela 5 minutes plus tard. Je vais te détruire. Tu as déjà essayé. Demain, quand tu apparaîtras, la police t'attendra. À demain, raccrochez-je. La dernier appel de cette nuit-là fut celui de ma mère. Mon fils, ta cousine m'a tout raconté. C'est vrai que demain tu vas affronter cet homme.
Oui, maman. Silence. Je l'entendis respirer de l'autre côté. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il y a deux types de personnes. Je m'en souviens, maman. Tu t'es déjà relevé, mon fils. Maintenant, finis-le. Vendredi matin. 9h48, j'étais posté dans la ruelle arrière de l'immeuble Mercé, le cœur battant dans la gorge. De là, j'apercevais le reflet des voitures de patrouille sur les vitres de l'entrée principale. 4 m'attendaient. Cet homme croyait vraiment que j'allais entrer par la porte de devant. Je m'approchai de la porte grise sans enseigne. Clavier numérique, 4723. Clic, le monte-charge sentait l'huiler le vieux métal. Quand j'appuyai sur le bouton du 12e étage, je sentis le poids de la clé USB dans ma poche. 3 ans de ma vie. Tout ce que j'avais pour me défendre tenait dans un morceau de plastique. Les portes s'ouvrirent et j'entendis sa voix avant de le voir. Circonstances familiales difficiles, mais l'entreprise reste solide sous ma direction. Je poussai les portes de la salle de réunion. Tous se tournèrent en même temps. 5 investisseurs, un avocat d'affaires et lui, mon beau-père, une tasse de café à la main et ce sourire de patron à succès que je connaissais si bien. Quand il me vit, son sourire se figea. Je vis le café trembler dans sa main. Désolé d'être en retard. Le trafic. Il essaya de se ressaisir rapidement. Cette voix paternelle qui me donnait envie de vomir. Messieurs, mon gendre a quelques affaires légales en suspens. Il se tourna vers moi. Mon fils, parlons dehors. Je ne suis pas ton fils et ceci est une assemblée d'actionnaires. Je suis actionnaire. L'un des investisseurs fronça les sourcils. Actionnaire? Il n'est actionnaire de rien. Mon beau-père laissa échapper un petit rire. C'est un employé licencié avec 2 mandats d'arrêt. Je sortis le document notarié de ma mallette et le fis glisser sur la table jusqu'à ce qu'il se trouve devant l'avocat. Clause 7b. Contrat d'investissement, 500 000 $, 90 jours de défaut de paiement, conversion automatique en 51% d'actions privilégiées. L'avocat le prit, le lut en silence. Je vis son expression changer ligne après ligne. Les sceaux notariaux sont en ordre. C'est légitime. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Demanda un investisseur. Cela signifie qu'en cas de manquement, la dette se convertit en capital. Cet homme est propriétaire de 51% de l'entreprise. Personne ne parla pendant 3 secondes. Mon beau-père desserra sa cravate. La sueur brillait sur son front. Ce contrat a été signé sous la contrainte. Il se leva brusquement. Cet homme a enlevé ma femme. J'ai une vidéo de lui entrant chez moi. Les investisseurs me regardèrent avec doute, mais j'étais déjà prêt. Je sortis la clé USB et la connectai au projecteur. Parlons de contrainte. L'écran s'illumina. Premier courriel, objet, demain, de Maria Fernandez. Je le lus à voix haute pour qu'il n'y ait aucun doute. Tout est prêt. Je m'occupe de la montre pour qu'elle arrive dans ta poche pendant la cérémonie. Toi, tu fais semblant d'être surpris. Après ça, nous pourrons enfin être ensemble sans nous cacher. Le murmure fut instantané. Mon beau-père ouvrit la bouche, mais je ne lui en laissai pas le temps. Elle m'a envoyé ça la veille de mon mariage. Maria Fernandez, la demoiselle d'honneur, meilleure amie de sa fille depuis l'âge de 6 ans. Je changeai l'image avant qu'il ne puisse réagir. Photo de lui l'embrassant dans un restaurant. Suivant. Les deux entrant dans un appartement de luxe. Date visible dans le coin. Suivant. Acte de propriété. 180 000 $. Propriétaires, Ellie et Maria Fernandez. Suivant. Capture d'écran de virement bancaire. 5 000 $ mensuels pendant 24 mois. 180 000 $ en 2 ans. Fonds corporatif. Pour son amante, l'un des investisseurs se leva lentement. Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour ça. Mes affaires personnelles ne sont pas le sujet ici. Il frappa la table du poing. Détournement de fonds corporatifs. Si, c'est le sujet ici. Lui répondis-je sans élever la voix. Je passai à l'écran suivant. Facture de fournisseurs en Chine avec des noms qui n'existaient dans aucun registre. Virement à Hong Kong. Compte passerelle qui ne menait nulle part. 2,3 millions de $ transférés sur des comptes offshore pendant des années.
Les fournisseurs n'existent pas. Je l'ai vérifié moi-même quand il m'a demandé de restructurer son entreprise. La crise que j'ai sauvée avec mes 500 000 $, c'est lui qui l'a provoquée. Mon argent n'a pas sauvé son entreprise, il a couvert sa fraude. L'avocat se leva, pâle. Mon beau-père était acculé et il le savait. Ce sont des falsifications. C'est un hacker. Il a tout fabriqué. Tout est vérifiable. Numéro de compte, dates exactes, vos signatures numériques. Je le regardais droit dans les yeux. Et il reste encore le pire. Dernier écran, 2 courriels, l'un à côté de l'autre. Premier courriel à l'administration de l'hôpital Mémorial. N'autorisez pas d'extension de couverture spécialisée pour la patiente en chambre 347. Maintenez le protocole standard. Ce n'est pas urgent. Je l'ai laissé le lire, laissez chaque mot pénétrer. Deuxième courriel à Maria Fernandez. Envoyé 20 minutes plus tard. Quelques jours de plus avec le traitement de base et le misérable signera n'importe quoi. Le silence fut si dense qu'on pouvait entendre la respiration de chaque personne dans cette salle. L'un des investisseurs regarda par la fenêtre comme s'il ne pouvait soutenir le regard de personne. Sa fille souffrait de prééclampsie sévère, sa tension était au plus haut. Les médecins disent que si elle ne baisse pas, elle pourrait avoir un AVC. Mon beau-père tremblait. Je vis ses mains agripper le bord de la table comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Mais il lui restait encore une carte. Il sortit son téléphone et fit jouer un audio. Une voix faible, traînante à cause des médicaments. Mon mari ne ferait jamais ça. Regardez, dit-il, ma propre femme, celle qu'il a enlevée. Elle confirme tout. Je le regardais sans bouger et souris. Cet enregistrement date d'il y a 2 jours. Vous voulez en entendre un d'il y a 10 minutes. Je vis le sang disparaître de son visage. Les portes de la salle s'ouvrirent. Sa femme entra en fauteuil roulant, poussée par une infirmière, et sur ses genoux, un enregistreur numérique avec la lumière rouge allumée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix sortit comme un cri. « J'ai entendu tout ce que tu as dit ici. » Elle appuya sur « Play ». Sa propre voix emplit la salle. Mes affaires personnelles ne sont pas le sujet ici. Ma femme va tout confirmer parce qu'elle fait toujours ce que je lui dis. Elle le regarda directement. 30 ans de silence distillé en une seule phrase. 30 ans à le faire. Plus maintenant. Elle sortit une enveloppe jaune froissée de son sac. Le testament de mon père. Le vrai. Avant que tu ne le modifies après les funérailles. Mon père possédait 70% de cette entreprise. Lui, 30%. Tu as changé les chiffres à 50 et 50 quand mon père est mort. Tu as volé mon héritage pendant 20 ans. L'avocat lut le document, leva les yeux. Ceci est une falsification de testament. Fraude documentaire. Mon beau-père se prit la tête à 2 mains. Il commença à se balancer sur sa chaise comme si le monde s'écroulait sur lui. Et alors, l'ordinateur portable sur la table de réunion s'alluma. Connexion vidéo entrante. Ma fiancée apparut à l'écran, pâle comme un linge, câble connecté, mais avec le regard le plus dur que je lui ai jamais vu. Papa. Il leva la tête. Quelque chose dans son expression se brisa en la voyant ainsi. Ma fille, mon amour. J'ai lu tes messages avec Maria. Chacun d'eux. J'ai vu le courriel à l'hôpital. Qu'elle souffre encore quelques jours. J'ai écouté toute cette réunion. Tout ça, c'était pour te protéger de cet opportuniste ? Me protéger ? Sa voix se brisa. Mais elle ne céda pas, me laisser mourir pour ton orgueil, c'était me protéger ? Le moniteur cardiaque commença à biper plus vite. Une infirmière entra en courant dans le champ de vision. Elle me regarda à travers la caméra. Puis elle regarda son père et ce qu'elle dit, elle le dit avec un calme qui coupait plus que n'importe quel cri. Tu es mort pour moi. Et elle raccrocha. La salle resta silencieuse. Mon beau-père s'effondra sur la table. Il sanglotait comme un enfant. Tout ce qu'il avait construit en 30 ans s'effondrait devant 5 investisseurs qui ne le regardaient plus. Je me levai. En tant qu'actionnaire majoritaire, je convoque un vote immédiat. Destitution du directeur pour fraude, détournement de fonds et conduite criminelle. Qui vote pour ? 5 mains se levèrent. Une par une.
L'avocat leva également la main. Approuvé. Tu n'es plus directeur de rien. Pendant une seconde, je crus que c'était fini, qu'il ne lui restait plus rien, mais il leva la tête, le visage ravagé, et sourit. Peu importe, j'ai déjà vendu l'entreprise. Coldwell Capital, 8 millions de dollars. J'ai renégocié en privé après que ta petite mère a annulé la première fois. Virement programmé pour aujourd'hui après cette réunion. Il essuya ses larmes. Ce sourire dégoûtant revint sur son visage, le même qu'il arborait quand il croyait avoir le contrôle. Tes 51% ne valent rien. Pendant que tu jouais au détective, moi, j'ai conclu l'affaire. 8 millions net. Compte en Suisse. Il me désigna. Toi, tu te retrouves avec des actions d'une entreprise vendue. Les investisseurs se regardèrent, confus. L'un demanda, avez-vous déjà finalisé la vente? Il ne manque que le virement. C'est pour ça que je vous ai convoqué, pour que vous voyiez comment ce misérable perd tout encore une fois. Il se leva, marcha vers moi, s'approcha tellement que je sentis son parfum cher et murmura assez fort pour que tout le monde entende, tu sais ce qui est le plus drôle? C'est que tu as vraiment cru pouvoir me battre. Un misérable avec des délires de grandeur. Il se tourna vers les investisseurs. Vous êtes témoins. Cet homme est entré illégalement, a montré des documents volés, a diffamé mon nom, et tout ça pour rien, parce que j'ai déjà gagné. Je me sentis comme si on m'avait donné un coup de pied dans l'estomac. 3 ans, le terrain de mon grand-père, les chèvres de ma mère, dormir dans ma voiture en mangeant du pain, pour rien. Les investisseurs commencèrent à se lever. Cela n'a plus aucun sens. Mon beau-père me fit un clin d'œil. Le sang pauvre remonte toujours à la surface, n'est-ce pas? Et alors, son téléphone sonna. Il le sortit de sa poche sans me quitter des yeux, comme s'il voulait que je voie son visage de victoire pendant qu'il répondait. Oui. Je vis son expression changer et il devint pâle. Comment ça, virement refusé? Non, le compte était ouvert. J'ai vérifié ce matin. La voix de l'autre côté se fit entendre dans le silence de la salle. Compte bloqué il y a 40 minutes. Nous n'avons pas pu déposer. Nous avons annulé la vente. Le syndic a déjà accepté une autre offre. Paiement immédiat. Désolé. Ils raccrochèrent. Il resta à regarder le téléphone. 2 secondes. Dit puis il se tourna lentement vers sa femme. Toi. Elle sortit un dossier épais et le laissa tomber sur la table. J'ai bloqué ton compte suisse à 8h47 ce matin. En tant que cotitulaire, j'ai ce droit. Cotitulaire? Ce compte était à moi. Un compte matrimonial ouvert quand nous nous sommes mariés. Tu ne te souviens pas? Elle se pencha en avant. Bien sûr que non, parce que tu ne m'as jamais rien consulté. Tu as supposé qu'il t'appartenait. Comment as-tu pu supposer que je t'appartenais? Elle ouvrit le dossier. Et pendant que tu négociais avec Coldwell, moi je négociais avec le syndic de faillite. J'ai acheté l'entreprise hier à 23h. 6 millions de dollars. En espèces de mon compte personnel, l'héritage de mon père dont tu n'as jamais su l'existence. Non, ce n'est pas possible. Tu as vérifié le compte suisse à 8h du matin. Tout semblait normal. J'ai attendu que tu sois confiant. J'ai bloqué à 8h47. Elle le regarda sans ciller. J'ai appris à penser comme toi après 30 ans. Elle se tourna vers moi. L'entreprise existe toujours. J'ai 49%. Il a 51%. Elle regarda son mari. C'est ton nouveau patron. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans produire de son. Il tomba à genoux. Ce n'est pas possible. J'avais gagné. J'avais tout sous contrôle. Tu as toujours cru que tu étais le plus intelligent de la pièce. Les portes s'ouvrirent et 4 policiers entrèrent. Monsieur, vous devez nous accompagner. Vous êtes sous le coup d'une plainte pour fraude d'entreprise, détournement de fonds et falsification de documents. C'est lui le criminel, me désigna-t-il d'un doigt tremblant. Il est entré chez moi 2 fois. Le capitaine se tourna vers moi. Monsieur, vous avez également des charges en suspens. Effraction. J'ai tendu les poignets. Les menottes me parurent froides, mais peu m'importait, car je vis le visage de mon beau-père quand il comprit enfin. Nous allions tous les deux en prison,
mais un seul avait tout perdu. Dans l'ascenseur, entouré de policiers, je ne le regardais pas. Ce n'était pas nécessaire. Il ne pouvait pas se taire, même me noter. Ça ne se termine pas ici, misérable, me dit-il, la voix tremblante. J'ai des contacts, j'ai des avocats. Quand je sortirai, je te détruirai. Je le laissai finir. Quand il fut à bout de souffle, je m'approchai suffisamment pour que seul lui entende. Tu ne sortiras pas. 10 ans minimum. Quand tu sortiras, tu auras 72 ans. Vieux, ruiné, seul. Ta fille ne te pardonnera pas. Ta femme signera le divorce avant que tu n'arrives en prison et ton entreprise portera mon nom sur la porte. Il ne répondit pas pour la première fois depuis que je le connaissais. Il n'avait rien à dire. Je le regardais du coin de l'œil et lui lançai le dernier coup. Parce que le misérable, ça a toujours été toi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Il y avait des journalistes qui prenaient des photos. Je vis mon beau-père se couvrir le visage. Le grand entrepreneur menotté et en larmes. Je marchais la tête haute. J'étais venu préparé à tout perdre et j'avais gagné. 9 mois ont passé depuis cette réunion. Mon affaire a été rapidement classée. Ma belle-mère a déclaré qu'elle m'avait invité à entrer, qu'elle savait que j'allais venir et que ce n'était jamais un enlèvement. Les charges ont été abandonnées en 2 semaines. Je suis sorti libre. Pas lui. Fraude, détournement de fonds, falsification de testament. 10 ans minimum en prison d'État. Maria a été citée comme complice dans l'affaire de la montre et de la fraude. Depuis la prison, il lui a signé une procuration pour qu'elle vende l'appartement et paie ses avocats. Elle l'a vendu et a disparu avec chaque centime. Pas un sou pour les avocats, pas une visite, pas une lettre. La femme pour qui il a détruit sa famille l'a abandonné dès qu'il a cessé d'être le vieux débauché. J'ai récupéré mon argent et plus encore. Être PDG de 51% d'une entreprise qui, si elle fonctionne, est rentable. Mais la première chose que j'ai faite n'a pas été de célébrer. J'ai conduit directement à mon village natal. Ma mère m'a regardé quand je lui ai mis les enveloppes dans les mains. Les chèvres, les poules, je les ai rendues. Même Don Ramiro a rendu le terrain quand je lui ai payé le double de l'avance. Et plus encore. Je lui ai construit la maison de ses rêves, comme elle me l'avait toujours raconté, avec de l'eau chaude, de la lumière solaire, une ferme pour qu'elle élève ses animaux et toutes les commodités. Elle m'a serré dans ses bras avec des larmes dans les yeux. Ton père serait fier, m'a-t-elle dit. Et j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, cela en valait la peine. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard à la campagne, dans la maison de ma mère, seulement 20 personnes, les mêmes qui étaient là quand je n'avais rien. Ma cousine était la demoiselle d'honneur, elle est aujourd'hui directrice des opérations de l'entreprise. Il y a des gens qui gagnent leur place quand tout s'écroule, pas quand tout va bien. Elle portait une robe ivoire. Moi, le même costume que le jour de l'arrestation. Pourquoi ce costume, m'a demandé ma mère. Parce que ce jour-là, j'ai perdu une fausse famille. Aujourd'hui, j'en gagne une vraie. Il n'y a pas eu de téléphone portable qui filmait. Il n'y a pas eu de montre piégée, seulement la paix. Notre fille Elena rampe déjà dans toute la maison. Elle rit quand je fais des bruits ridicules. La maison est modeste, mais c'est la nôtre. Il y a quelques semaines, une lettre est arrivée de prison. 3 pages. Excuse, repentir. Une ligne disant qu'il voulait rencontrer sa petite fille. Ma femme l'a lu en silence. Elle l'a rangée dans un tiroir. Un jour, je lui donnerai, m'a-t-elle dit. Quand elle sera grande et qu'elle pourra comprendre qui était son grand-père. Et pourquoi il n'était pas là. Détruire un homme. Et oui, j'ai ressenti de la satisfaction quand il est tombé. Quelque chose de celui que j'étais avant ce mariage s'est perdu à jamais. Je ne fais plus confiance facilement, je ne cède plus sans me battre. Mais quand je regarde ma fille rire et ma femme sourire dans cette maison que nous avons construite de zéro, je sais une chose avec certitude. Ce n'était pas de la vengeance, c'était du respect de soi. Suis-je allé trop loin ou me suis-je simplement relevé pour la première fois? À vous de décider.